en développement durable. Et je suis accompagné pour animer ce webinaire de deux collègues, d'une part Virginie Hout et d'autre part Melvin Laurent, qui vont m'aider à animer les 3 sessions interactives dont Gaël vient de parler. Donc voilà, un grand merci à The Shift pour nous avoir demandé une nouvelle fois de pouvoir animer ce séminaire ABC des SDG. Alors ABC, ça veut dire qu'un des objectifs du jour, mais j'imagine que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler des SDG, on va quand même passer quelques minutes pour reprendre un peu de théorie pour bien comprendre ce que sont les SDG. Et donc, la partie la plus intéressante sera évidemment d'écouter les témoignages à la fois de Sabine et de Jonathan, qui vont vous faire part de leur expérience en matière d'implémentation des SDG dans leur propre organisation. Et puis, on fera des exercices, ou en tout cas, on partagera des outils pratiques qui pourraient éventuellement vous intéresser. Voilà. Donc, l'agenda, je n'y reviens pas. La session va durer jusqu'à 16h30. Au niveau modalité pratique, donc, dans la mesure du possible, vous mettez votre caméra sur on, votre micro sur off, sauf quand vous parlez, évidemment. Si vous voulez intervenir pendant un exposé, n'hésitez pas à lever la main pour des questions urgentes et je pense que Gaël ou moi-même, on y répondra ou on stoppera en tout cas la présentation. Sinon, vous pouvez toujours utiliser le chat et alors on répondra au chat en fin des différents exposés. Voilà, courte introduction sur les objectifs de développement durable, Sustainable Development Goals en anglais. Je vais probablement utiliser plus souvent l'abréviation ODD, Objectifs de développement durable, puisque le webinaire aujourd'hui est réservé, mais pas exclusivement aux francophones. Donc, un peu d'historique. Ce que vous devez savoir, c'est que les SDG sont évidemment un agenda à l'horizon 2030 qui ont été établis en 2016, mais qu'avant les SDG, il y avait les MDG, c'est-à-dire les Millennium Development Goals, qui couvraient la période entre 2000 et 2015. Alors, ces Millennium Development Goals portaient surtout sur le thème de la pauvreté, étaient aussi à l'initiative des Nations Unies pour essentiellement les pays en développement. Il y a 8 objectifs au niveau des MDG. Donc, si on compare ça aux SDG, donc ici, les thèmes sont beaucoup plus larges sur les SDG, puisque ça couvre tous les thèmes liés au développement durable, aussi bien sur les piliers environnementaux, sociétaux et économiques. C'est un processus participatif très large, les SDG, puisqu'il y a 193 pays qui ont contribué à l'élaboration de ces objectifs et qui se sont engagés, chacun à leur niveau national, à y contribuer pour 2030. Donc, très universel, et il y a, comme vous le savez sans doute, 17 objectifs dont on va parler un peu plus en détail maintenant. Alors, pour revenir brièvement au MDG, un élément très important, c'est de savoir que c'est très bien d'avoir des objectifs, mais qu'en plus de ça, c'est encore mieux si on peut mesurer les résultats. Et vous voyez que pour les objectifs MDG liés à la pauvreté, systématiquement, on a fait un bilan à la fin de la période, donc en 2015, pour voir où on en était dans ces objectifs. Je ne vais pas les passer tous en détail, mais par exemple, le premier objectif qui était éradiquer l'extrême pauvreté et la faim faisait l'objet d'un suivi à travers des indicateurs globaux et universaux qui mesuraient le nombre d'extrêmes pauvreté dans le monde. Et on voit que la tendance sur la période 1990-2015 est positive. De même pour les autres MDG, vous verrez qu'il y a à chaque fois une mesure des résultats et que dans l'ensemble, les objectifs ont tous été, sinon atteints, en tout cas, la contribution a systématiquement été positive pour les MDG. Et c'est ce qu'on va essayer de faire pour les SDG, bien qu'on soit déjà en 2021 et qu'il y a encore pas mal de pain sur la planche. Donc, ils existent, ces SDG, depuis 6 ans maintenant.
et il reste 9 ans pour atteindre ces différents objectifs. Donc, quand vous les voyez comme ça, vous pouvez vous dire, oui, c'est superbe, il y a des belles couleurs, on va bien pouvoir communiquer là-dessus, mais est-ce qu'effectivement, on les prend dans l'ordre de 1 à 17, comment est-ce qu'ils ont été classés, sur quels critères, est-ce qu'il y a des priorités parmi eux? C'est ça que je vais un peu essayer de déchiffrer avec vous. Alors, vous savez qu'au niveau du développement durable en général, on parlait certainement pour tout ce qui était responsabilité sociétale des organisations et des entreprises, de répartir des thèmes autour de 3 piliers, les 3 P que sont People, Planet et Profits. Quand on parle des ODD, on parle de 5 P. Donc, vous retrouvez le P de Planet, vous retrouvez le P de People, le P de Profit, il était remplacé par Prospérité, qui est aussi un terme un peu plus large et un peu moins orienté finance et profit. Et alors, on a ajouté 2 autres P. D'une part, le P de Peace, donc vivre dans un environnement de paix, de justice avec des institutions efficaces. Et le 5e P tourne autour du partenariat, un élément important pour essayer tous ensemble de contribuer à la réalisation des objectifs. Alors, quand on classe maintenant ces 17 objectifs autour de ces 5 piliers, vous voyez qu'ils sont répartis de façon assez équilibrée entre les 3 premiers. Donc, autour des aspects sociétaux et sociaux, vous retrouvez les SDG 1, 2, 3, 4, 5. J'y reviendrai plus en détail. Il y en a 5 également qui sont autour du pôle environnement. Il y en a 5 qui sont autour du pôle prospérité. Et alors, le numéro 16, c'est celui de la paix et de la justice, et le numéro 17, celui des partenariats. Donc ça, c'était déjà une première façon de voir un peu plus clair parmi la subdivision de ces objectifs. Si on regarde maintenant de façon un peu plus détaillée l'aspect people, donc on parle ici des droits fondamentaux de l'homme, d'offrir à tous une chance de mener une vie décente. Et vous voyez que ce pilier reprend l'objectif 1, pas de pauvreté, l'objectif 2, la lutte contre la faim, le 3, la bonne santé, le bien-être, le 4, l'éducation, et le 5, l'égalité entre les genres. De même pour l'aspect environnemental, on parle de gestion durable des ressources, d'action contre le réchauffement climatique. Il y a aussi un engagement formel qui a été agréé par un consensus de 693 pays, donc avec un engagement global, donc qui tourne autour de l'objectif 6, qui est de l'eau propre et saine, le 12, la consommation et la production responsable, le 13, la lutte contre les changements climatiques, le 14, la vie aquatique, et le 15, la vie terrestre et la biodiversité. Donc 5 pour l'environnement, 5 aussi pour la prospérité. Globalement, c'est faire en sorte que les gens puissent bien vivre, un progrès en harmonie avec la nature. Le premier objectif lié à la prospérité, c'est le 7, énergie propre et d'un coût abordable. C'est tout ce qui est énergie renouvelable, qui a un caractère aussi lié à la croissance économique. Le 8, travail décent et croissance économique, donc ça tourne aussi autour des emplois. Le 9, c'est tout ce qui concerne l'industrie, l'innovation et l'infrastructure. Le 10, les inégalités réduites. Et le 11, les villes et les communautés durables. Le 4e pilier, la paix, des sociétés pacifiques, justes et inclusives, libérées de la peur et de la violence, institutions efficaces. Et le 5e pilier, les partenariats, mobilisation des moyens nécessaires et un partenariat au niveau mondial revitalisé pour la réalisation des objectifs. Comme ça, on a passé en revue les 17 objectifs. On peut se demander maintenant s'il y a éventuellement un ordre de priorité sur lesquels travailler. A priori, non. Si vraiment on veut définir une séquence, mais le plus logique, ce serait de dire que
le fondement des ODD concerne évidemment la partie environnementale, la biosphère. Tant qu'il n'y a pas un socle fort en matière de biodiversité, de vie sous l'eau, de changement climatique, on ne peut pas construire les aspects sociétaux, et donc qui serait le deuxième socle. Et enfin, une fois que la société est organisée autour de tous ces thèmes, on peut penser à la prospérité économique avec un axe vertical transversal qui est l'axe des partenariats. Un autre message important, un slide qui est peut-être un peu plus difficile à lire, mais le message de ce slide est que tous ces objectifs de développement durable sont interconnectés. Ça veut dire que même si vous choisissez en priorité de travailler sur certains objectifs, indirectement, vous allez contribuer aussi à d'autres objectifs. Ici, il y a l'exemple de l'objectif 12, qui est la consommation et la production responsable. Si, par exemple, vous faites attention dans l'achat de produits d'entretien pour vos bâtiments, eh bien, automatiquement, vous allez aussi impacter l'objectif numéro 3, qui est la santé de vos employés. La même chose pour l'éducation. Si vous éduquez des personnes à réduire leur consommation d'énergie ou d'eau, automatiquement, vous allez aussi contribuer à l'éducation autour de ces bons comportements, qui est plutôt l'objectif numéro 4, etc., etc. Donc, on peut faire des liens assez rapidement entre ces 17 objectifs. Et donc, encore une fois, si vous voulez être sélectif et travailler sur certains des objectifs, eh bien, directement, vous allez contribuer aux autres également. Voilà, donc ça, c'était une présentation rapide sur les ODD. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a évidemment toute une série de manuels et de documents et de guides qui vous aident à bien comprendre les ODD. Dans le Compass ODD, qui est le guide officiel des Nations Unies, vous allez retrouver les principes généraux de l'agenda 2030 liés aux ODD. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est une application au niveau national, mais une approche inclusive et participative, universelle du plus grand nombre. Un slogan qu'on retrouve très souvent, c'est ne laisser personne à l'arrière. Donc, tout le monde doit être pris en compte dans l'approche. Et c'est une approche intégrée de l'ensemble des thèmes du développement durable, avec aussi une nécessité de pouvoir mesurer les progrès. Donc, on a parlé des 17 objectifs. Ce serait trop simple si on se limitait à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière ces 17 objectifs de développement durable, il y a également 169 sous-objectifs, qu'on appelle aussi des cibles. Alors, pour vous en donner un exemple, si on prend l'objectif de développement durable numéro 1, pas de pauvreté, vous avez l'objectif lui-même, éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde. Si vous regardez alors au niveau des sous-objectifs, il y en a toute une série qui sont donc numérotés de 1.1 à 1.2, etc. et qui donnent des cibles un peu plus concrètes. Par exemple, éliminer complètement l'extrême pauvreté dans le monde entier, c'est-à-dire actuellement pouvoir vivre avec moins de 1,25 $ par jour. Donc, ce sont des objectifs qui sont toujours au niveau universel, mais qui sont déjà traduits par des choses un peu plus quantifiables. Alors, derrière ces sous-objectifs et ces cibles, il y a également ce qu'on appelle les moyens d'implémentation. Donc, vous allez aussi trouver dans la liste des définitions de chaque objectif des moyens qui sont numérotés par des lettres 1.A, 1.B, etc. et qui demandent de garantir des mobilisations au niveau national, régional, international, etc. Donc ça, ce sont les 3 niveaux qui existent dans la définition de chaque objectif. L'objectif principal, les sous-objectifs et les moyens. Alors derrière ça, il y a les indicateurs. Donc il faut savoir que ces indicateurs, là aussi, ont fait l'objet de discussions entre 193 pays. Ce sont des indicateurs au niveau universel. Il y en a 225 qui ont été définis. Ce sont des indicateurs qui peuvent vous donner une aide et une meilleure vue et une meilleure compréhension
de ce qui est libellé dans les objectifs et les sous-objectifs. Parce que bien souvent, vous allez vous rendre compte que comme c'est un consensus d'autant de pays, des phrases un peu pompeuses et un peu complexes qui, a priori, doivent être déclinées évidemment au niveau national, régional ou au niveau de votre organisation à vous. Mais toujours est-il que ces 225 indicateurs sont ceux sur lesquels les Nations Unies vont faire systématiquement les rapports d'évolution. Alors, pour parler de façon maintenant un peu plus concrète du statut de l'implémentation en Belgique et dans les régions, et voilà un peu où on en est. Donc, tout d'abord, il faut savoir que quand, en 2015, ces ODD ont été lancés, en Belgique, il y a eu toute une série d'acteurs de la société civile, des ONG, qui se sont mis autour de la table et qui ont fait des recommandations à travers ce document pour que les autorités en Belgique puissent prendre les bonnes mesures pour orienter l'implémentation de ces ODD au niveau national. En 2016, lorsqu'on a lancé les ODD, ils ont fait un état des lieux de la situation en Belgique. Vous voyez que pour les 17 ODD, il y en avait 3 sur lesquels on considérait à l'époque que la Belgique n'était pas mauvaise, le 1 sur la pauvreté, le 3 sur la santé et le 12 sur la consommation et la production responsable. Par contre, il y en avait pas mal en rouge, c'est-à-dire on était loin du compte, et notamment le 13 sur les changements climatiques. Ça, c'était en 2016. Alors, on fait le point systématiquement année après année par différents organismes, et vous voyez que ici, le dernier rapport d'avancement qui a été fait au niveau fédéral montre que sur les 17 ODD, il n'y en a encore aucun qui est atteint aujourd'hui. Bon, il reste encore quelques années pour les atteindre. Ce qui est plus inquiétant, c'est qu'il y en a encore 3 qui sont vraiment des challenges majeurs qui restent, hein, le 12, le 13 et le 14, 14 étant la vie aquatique. Et il y en a qui sont où le challenge est encore là ou est encore sérieusement là. Donc, globalement, vous voyez qu'au niveau national, il y a encore pas mal de travail, de challenge pour réaliser et atteindre ces 17 objectifs. Ce qu'on fait aussi au niveau fédéral, c'est qu'on indique des tendances, objectif par objectif. Donc, une flèche verte vers le haut veut dire que la tendance pour atteindre l'objectif est positive, et inversement, la flèche rouge, de nouveau sur l'objectif numéro 13, le changement climatique, elle est tout à fait en décroissance, donc on s'éloigne de l'objectif dans ce cas-là. Donc, simplement aussi pour vous montrer que les choses sont sérieuses, sont suivies année après année, y compris les tendances. Alors, il y a aussi eu récemment, et c'est assez intéressant, un document issu de l'organisation OECD, Commerce et Développement, et qui fait un bilan de la situation pour la Belgique en matière d'ODD. Donc, vous voyez qu'ils mettent en avant la difficulté de définir et d'atteindre des objectifs 2030 en matière de neutralité climatique. Hein, toujours l'ODD numéro 13 a été relevé par l'OCDE. Les régions doivent renforcer leur coordination, hein, rien que pour fixer des objectifs. Pour le moment, il y a des discordances entre les objectifs, même sur des objectifs climatiques, entre les différentes régions du pays, mais ça, ce n'est pas une nouveauté. Promotion et suivi de la conformité se sont améliorés, mais l'application doit être plus efficace. Ils demandent aussi une cohérence des politiques pour construire une reprise économique forte, résiliente et verte. Il y a un point faible aussi au niveau de la biodiversité. Au niveau de l'aménagement du territoire, la politique agricole et la politique commerciale, ils considèrent qu'il y a là des leviers d'action pour la Belgique. Et en matière de gestion des déchets et d'économie circulaire, là, apparemment, la Belgique n'est pas mal du tout. Mais il y a encore des efforts et une coordination supplémentaire qui sont nécessaires. Donc, globalement, ça veut dire que vous voyez qu'il y a des domaines sur lesquels il y a encore du boulot, et n'hésitez pas, à votre niveau, d'y contribuer si vous en avez les moyens. Donc, la Belgique, la conclusion, c'était que la Belgique n'est pas sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030. Ça, c'est la conclusion de l'OCDE. Une conclusion qui date de cette année.
Alors, au niveau des régions, je vous ai dit qu'il y a des suivis également. C'est un exemple ici pour le suivi des ODD en Wallonie. Là, ils ont constaté qu'en 2020, il y avait une tendance défavorable sur l'objectif numéro 1 lié à la pauvreté. Il y a 6 ODD pour lesquels on est plus ou moins en ligne et il y en a encore 4 où les tendances sont plutôt favorables. Et il y en a aussi d'autres pour lesquels aujourd'hui, au niveau de la région wallonne, c'est encore difficile de mesurer les évolutions et probablement qu'il faut encore déterminer ou identifier des façons de le faire. Alors, au niveau des indicateurs, je vous ai dit que globalement, les Nations Unies ont défini 232 indicateurs. Ils ont été déclinés au niveau européen avec une centaine d'indicateurs. Au niveau belge, il y a 84 indicateurs qui existent. Et au niveau de la Wallonie, il y a 80 indicateurs. Il y a l'Institut Wallon des statistiques qui a réalisé un site web sur lequel, pour chacune des entités wallonnes, c'est-à-dire provinces, villes et communes, ces 80 indicateurs sont suivis régulièrement par la région wallonne. Et donc, encore une fois, si vous êtes confronté à un exercice où vous devez définir des objectifs à votre niveau d'entreprise ou d'organisation, n'hésitez pas à aller voir un peu pour vous inspirer les indicateurs qui sont déjà mesurés, par exemple en région wallonne, et l'identique existe aussi pour la Flandre. Voilà, la Flandre, justement, a son plan 2030 qui s'appelle Visir 2030. Et donc, pour chacun des ODD, il y a également des engagements qui ont été pris au niveau flamand. Au niveau international, il y a aussi une initiative de la coopération au développement avec The Shift, qui ont édité une charte belge des SDG pour inciter d'une part le secteur privé à être actif sur les différents domaines liés au SDG, les différents pôles des SDG, et le même exercice a été fait pour les contributions de la société civile à ces différents objectifs. Donc là aussi, vous pouvez retrouver à travers cette charte toute une série d'inspirations, d'actions ou de priorités qui sont vues du point de vue de la coopération au développement en termes d'implication vers l'international. Puisque évidemment, la Belgique a ses objectifs, mais elle a aussi à contribuer au niveau international à la réalisation globale des objectifs. Un bon exemple de coopération, y compris internationale, c'est l'initiative Beyond Chocolate, qui est un bon exemple de partenariat où l'industrie du chocolat en Belgique, avec des partenaires étrangers, a travaillé sur une initiative pour mettre fin à la déforestation, pour stimuler l'éducation des générations futures et pour aussi garantir des revenus justes pour les producteurs de cacao. Donc ça, c'est un bel exemple de coopération internationale dans un secteur bien spécifique à l'initiative de la Belgique. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a une possibilité de soutien puisque la Direction générale de la coopération belge au développement a développé un fonds pour soutenir des initiatives qui visent justement à développer et engager les objectifs de développement durable dans des pays en développement. Donc, si vous avez des beaux projets liés à l'international, n'hésitez pas à les soumettre à ce fonds qui pourra éventuellement vous aider à financer ces initiatives. Voilà, en pratique, pour terminer, je vous donne encore dans la présentation que vous allez recevoir toute une série de références et de sources d'inspiration. Il y a le site sdgs.be au niveau fédéral qui non seulement donne la fameuse brochure avec la définition en détail des 17 SDG avec les sous-objectifs et les cibles, mais aussi toute une série d'organisations qui ont donné leur expérience en matière d'SDG avec des bonnes pratiques et des exemples concrets d'initiatives qu'elles ont prises. Donc, c'est un site très bien fait avec énormément d'informations qui pourraient vous être utiles. Vous avez toute une série de guides, hein, j'ai parlé de celui-là. Le SDG Compass, c'est le document de référence des Nations Unies. Il a aussi été, au niveau de la région flamande,
Il y a la charte du VOCA, Duurzame Ondernemen, qui donne aussi toute une série d'idées d'actions pour obtenir cette charte. C'est à destination surtout du domaine privé. Dans le domaine public, on a aussi traduit ces guidelines en matière d'SDG pour des organisations publiques. Au niveau de la région Wallonne, et Benoît Minet vous en parlera tout à l'heure, la région Wallonne et l'Union Wallonne des entreprises ont lancé un tout nouveau site web autour des SDG. J'en dis pas plus, mais c'est très intéressant. Et la région elle-même a aussi fait beaucoup d'efforts pour promouvoir les SDG à travers toute une série d'outils et d'initiatives pour aider les organisations publiques et privées à implémenter les SDG et à contribuer. Voilà, vous avez aussi l'Association des villes et communes en Wallonie qui a développé un plan 2024 autour des SDG. Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que, en fait, quand on parle des SDG, c'est un cadre de référence. Hein. Vous êtes peut-être, certains d'entre vous, familiers avec l'approche ISO 26000, qui est l'approche assez traditionnelle d'implémentation d'une stratégie développement durable au sein d'une organisation, où en fait, ici, on part des activités de l'organisation, on essaie d'identifier sur lequel de ces 7 domaines les activités de l'organisation ont un impact et on développe sur cette base-là des plans d'action et des objectifs. Donc, c'est ce qu'on appelle une approche inside out. On part de l'organisation et on développe des objectifs et des plans d'action. Avec l'approche, le cadre des SDG, on fait exactement l'inverse. Donc, on part d'objectifs qui sont définis à l'horizon 2030 et on regarde au sein de l'organisation à quel point les activités principales de l'organisation peuvent contribuer à l'un ou l'autre de ces objectifs de développement durable. Donc, c'est l'approche outside in. On part des objectifs globaux et on regarde comment on peut y contribuer. Et en fait, ces deux approches sont effectivement complémentaires. Beaucoup d'organisations ont commencé par l'approche classique et maintenant essayent de faire le lien avec les SDG, mais on pourrait très bien partir, pour ceux qui n'ont pas encore développé de stratégie ou d'approche développement durable, on peut très bien directement partir de ces 17 objectifs. Voilà, pour vous donner un exemple différent, si on prend par exemple l'ODD numéro 13, qui est la lutte contre les changements climatiques, vous voyez que quand on part de l'approche classique ISO 26000, on va partir des données historiques des plans d'action existants dans l'entreprise et on va essayer de se fixer soi-même des améliorations, des objectifs ambitieux. Par contre, si on part de l'approche SDG, vous avez peut-être entendu parler des Science-Based Targets, qui sont en fait des objectifs globaux qui découlent de l'accord de Paris et qui permettent pour cet objectif 13 de définir en fonction du secteur d'activité ou du type d'organisation des objectifs à atteindre. Et donc, l'organisation essaye de se fixer et de prendre comme référence ces objectifs définis par les Science-Based Targets. Donc, ce sont les deux approches inside out et outside in. Voilà, vous aurez sans doute compris que le point de départ de tout ça, c'est évidemment un travail d'évaluation d'impact. Donc, dans le cadre d'une approche stratégique des ODD, le premier travail à faire, c'est d'essayer d'évaluer ces impacts que les activités de votre organisation ont sur les ODD. Alors, ces impacts, ils peuvent être positifs et négatifs, ils peuvent être actuels et potentiels, et on part en fait, comme représenté dans le schéma ici-dessous, on part de la chaîne de valeur globale de l'organisation. Ici, c'est une entreprise classique qui achète des matières premières à des fournisseurs. Il y a une logistique en amont pour transporter ces matières premières. Il y a les opérations même de production, il y a la distribution, l'utilisation du produit et la fin de vie du produit. Et donc, quand on fait l'analyse au sein d'une organisation industrielle, par exemple, et on regarde pour chacun des maillons de cette chaîne, quel ODD peut être impacté. Par exemple, ici, dans les opérations d'entreprise, ça peut très bien avoir un impact important sur
les conditions de travail, le taux d'emploi, la croissance économique. Okay. Sur les fournisseurs, on regarde un peu dans quelle mesure, quand ils fournissent par exemple du textile, ils respectent certaines conditions en matière de consommation d'eau ou des choses comme ça. Donc ça, c'est le travail de base, c'est d'évaluer, et la première étape, c'est d'essayer d'évaluer ces impacts. Et tout à l'heure, on vous expliquera, on vous donnera quelques outils pour essayer de faire cet exercice. Donc voilà, pour conclure cette première introduction, si on devait un peu résumer la valeur ajoutée des SDG pour une stratégie de durabilité au niveau d'une organisation, donc la première valeur, c'est qu'effectivement, on part d'une perspective externe qui reflète l'ensemble des défis universaux et sociétaux, que ces SDG peuvent être une source d'inspiration pour identifier les impacts possibles de votre organisation sur la société, hein, c'est le point que je viens de décrire avec vous. C'est un miroir sociétal qui peut élever le niveau d'ambition. Hein. On a parlé par exemple des Science-Based Targets. Voilà, on sait où on en est, on sait où on veut aller, donc ça peut être inspirant pour définir un niveau d'ambition. Et enfin, c'est un moyen de communication universel parce que contribuer à ces SDG, ça permet aussi de communiquer ses engagements et tout le monde peut faire référence à ces fameux 17 SDG dans la communication. Dans la présentation, vous retrouverez aussi les différents liens qui permettent d'avoir accès aux différents documents dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Je ne sais pas si à ce stade-ci, il y a déjà des questions ou des précisions à demander. Je me tourne un peu vers Gaël pour savoir si dans le chat, il y a eu des commentaires ou des réactions ou des questions. Sinon, n'hésitez pas à lever la main si vous voulez intervenir. Il n'y a pas eu de questions dans le chat, mais n'hésitez pas à prendre la parole. Sinon, vous pourrez encore tout à l'heure poser des questions. Et pour rappel, après les deux témoignages qui vont suivre, il y aura des explications beaucoup plus concrètes d'outils que vous pourrez utiliser chez vous pour faire l'exercice. Je propose alors, vu qu'il n'y a pas de... Ah, si, une question. Betty? Est-ce qu'on entend Betty? Non. Non, vous êtes sans doute sur mute, il faudrait activer votre micro. Non, le micro est activé. Ah, malheureusement, il y a un petit problème technique de son. Sinon, pas de chance. Via le chat ou la discussion, n'hésitez à poser la question. Alors, bon, n'hésitez pas à reposer votre question via le chat, alors s'il y a un problème technique, et ça vaut pour l'ensemble des participants, on pourra répondre à vos questions plus tard également. Mais donc maintenant, je vois que Jonathan Avaux a chargé sa présentation, et donc Jonathan, qui est de l'AWEX, va vous faire part de son témoignage en matière d'implémentation du développement durable à l'AWEX avec le lien sur les SDG. Donc, je passe la parole à Jonathan. Merci Benoît. Alors bonjour à tous, donc, je m'appelle Jonathan et je travaille donc, comme vous pouvez le voir, à l'AWEX, donc l'Agence Wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers. Et je viens du département de la communication. Je suis aussi actif dans justement la cellule de pilotage de l'implémentation du développement durable au sein de l'AWEX et de nos activités. Donc vous allez voir ça dans quelques instants. Je vais partager avec vous maintenant notre expérience et comment nous avons progressivement implémenter les mécanismes de développement durable dans notre institution. Alors, je vois que ça met un peu de temps à charger. Voilà. Si on avait eu la chance d'être en présentiel, je vous aurais demandé, voilà, imaginez vous fermez les yeux et si je vous parle de commerce international, de commerce extérieur, d'exportation, quelles sont les premières images qui vous viennent à l'esprit? Alors en général, ce que les gens nous répondent, ce sont des images d'Épinal assez classiques. Hein. Donc les gens pensent à des avions, les gens pensent à des bateaux, des tankers, des camions, des routes, des zones franches. Donc vous en conviendrez, on est là sur des images qui sont finalement assez peu liées avec assez éloignées du développement durable
Et donc voilà, on est là face vraiment aux défis, aux challenges auxquels nous on a été confrontés, parce que par rapport à notre cœur de métier, c'est sûr que le développement durable, ça nous a demandé une réflexion et une compréhension pour vraiment nous permettre de nous approprier ces thématiques-là et de pouvoir passer concrètement à l'action. Parce que voilà, l'exportation et le développement durable, c'est quelque chose qui ne coule a priori en tout cas pas de source. Donc je vais vous expliquer maintenant comment nous avons procédé en interne. Donc, rapidement, pour vous présenter l'AWEX, qu'est-ce que ça représente? Donc, nous sommes environ 400 agents au sein de l'AWEX, plus 200 agents supplémentaires qui travaillent dans le même bâtiment que le nôtre, de chez WBI, donc Wallonie-Bruxelles International, qui est un peu l'institution de politique étrangère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et également des agents de l'APF, donc c'est l'association pour la promotion et la formation de l'enseignement à l'étranger. Donc ensemble, on représente à peu près une masse de 600 agents présents aussi bien à Bruxelles que dans toute la Wallonie et également à l'international. À l'international, donc une partie de ces agents sont répartis autour de 90 points de 90 représentations économiques ou diplomatiques basées sur les 5 continents. Et alors propre à l'AWEX, nos entreprises clientes, nos publics cibles, donc ce sont les entreprises wallonnes, exportatrices et qui bénéficient d'un ou plusieurs de nos services. Donc on représente à peu près une masse totale de 6500 entreprises. Donc comme vous pouvez le voir, pour nous c'est assez motivant parce que chaque action entreprise, chaque action mise en œuvre, aussi modeste soit-elle, on peut voir qu'en tout cas à l'échelle de la région wallonne, on peut quand même faire modestement, mais on peut quand même faire la différence et espérer pouvoir influencer positivement vers le développement durable de par nos actions. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'AWEX, donc notre rôle, c'est d'accompagner, de conseiller les entreprises dans leur démarche d'exportation à l'international, que ce soit pour vendre des produits ou services, que ce soit pour faire de la prospection de marché, de la prospection sectorielle, voire même dans certains cas de s'implémenter à l'étranger. Donc, on est là pour les accompagner et les conseiller. Mais évidemment, en tant qu'institution publique, notre rôle, c'est aussi de s'adapter aux évolutions sociétales. Et alors, je ne vais pas vous faire un dessin. C'est sûr que le développement durable et l'évolution, selon nous, la plus importante à prendre en compte. Donc, ça devenait, ça allait de soi qu'il était temps qu'à l'AWEX, on s'approprie le développement durable également. Et puis, aussi dans un deuxième temps, on doit aussi prendre notre responsabilité en tant qu'organisation publique pour assurer un futur soutenable pour les générations à venir. Et donc, c'est dans ce cadre-là que déjà en 2018-2019, mais surtout à partir de 2020, on a initié donc une démarche structurée, structurante d'intégration des mécanismes du développement durable à travers les ODD dans nos actions internes et externes. Alors, je vais vous présenter ça dans un instant. Je voulais juste peut-être vous donner un petit mot pourquoi c'est seulement à partir de 2020 que nous avons vraiment commencé à l'intégrer de manière systématique. C'est que pour nous, j'ai envie de dire, les astres étaient bien alignés, c'est-à-dire qu'à la fois au niveau global, international au niveau des Nations Unies, mais aussi au niveau européen avec l'annonce du Green Deal, ou encore au niveau wallon avec justement l'arrivée en 2019 du nouveau gouvernement et de sa fameuse déclaration politique régionale qui met clairement en avant l'importance du développement durable. Pour nous, en tant qu'organisme public, ça devenait évident que le développement durable devait passer au premier plan. Ensuite, parce que les différents rapports de notre réseau qui nous revenaient jusqu'ici en Wallonie et à Bruxelles nous montraient bien que c'était déjà connu d'une certaine manière que le coût d'inaction était plus important. Le coût d'inaction est plus important que le changement en tant que tel. Mais c'est vrai que c'était difficile et encore quelques temps pour beaucoup d'entreprises de se dire investir dans les mécanismes de développement durable, ce sont des investissements à long terme dont les effets positifs ne se voient pas tout de suite, ou en tout cas le retour sur investissement n'est pas direct, et donc c'était pas toujours évident, même avec des valeurs fortes, de pouvoir s'engager sur cette voie-là. Mais maintenant, il apparaît que c'est notamment au niveau, je pense, législatif, au niveau des nouvelles normes européennes. Si ce changement n'est pas anticipé suffisamment longtemps à l'avance, le changement en dernière minute va coûter bien plus cher. Donc, deuxième constat. Le troisième, pour nos entreprises, c'est de pouvoir conserver leur compétitivité à l'international. C'est intéressant de voir que même dans certains secteurs, avec certains pays dans le monde, dont certains on aurait pu penser, comme la Chine, la Russie ou le Brésil,
Au niveau des ODD, j'ai envie de dire l'application paraît moins évidente, mais même là, certaines entreprises et certains conseillers nous ont fait remarquer que certains investisseurs, partenaires ou clients potentiels commencent eux-mêmes à exiger voilà, certains éléments, comme par exemple des normes de pollution, des normes environnementales, la prise en compte de la gestion des risques au sein des entreprises, et donc eux-mêmes imposent, notamment par le prisme des ODD, la prise en compte auprès d'entreprises comme les entreprises wallonnes, justement de cette prise en compte du développement durable. Et enfin, dernier point, tout simplement, parce que voilà, les attentes croissantes de nos entreprises aussi pour la prise en compte du développement durable étaient de plus en plus fortes. Voilà. Alors, en interne, donc, comment est-ce que nous avons appliqué cette intégration du développement durable dans nos structures? Donc, en 2020, ça a vraiment été l'année du développement durable à la WEX, qui a débuté par la création d'un comité de pilotage, un groupe de travail avec des représentants issus des 3 institutions que je vais brièvement évoquer tout à l'heure, avec des représentants de chaque département. L'idée étant vraiment d'avoir une approche à 360 degrés complète de toutes nos institutions et de voir à quel niveau justement on pouvait mettre en œuvre différentes actions relevant du développement durable et des ODD au sein de notre structure. La première action que nous avons mis en œuvre, c'est vraiment la réalisation d'un cadastre consolidé des actions que nous avions déjà mises en place des années auparavant. Je pense notamment en termes de gestion des déchets, de gestion des équipements de bureaux, de bien-être du personnel. Donc, il y a déjà toute une série d'actions qui avaient été mises en œuvre auparavant, mais on a souhaité vraiment les mettre en place dans un cadastre qu'on a adapté aux ODD pour justement pouvoir voir quel levier on pourrait mettre en œuvre pour encore aller plus loin dans le suivi des ODD. Donc ça a vraiment été intéressant, ça a permis à la WEX de cartographier notre action au niveau des ODD. Donc on a pu voir, il y en a certains, même s'ils sont importants, je pense par exemple à la préservation de la faune aquatique ou de la biodiversité terrestre sur lesquels on a très peu de marge de manœuvre, mais qu'à l'inverse, notamment au niveau du travail à l'international ou au niveau de la limitation du changement climatique, là on pouvait, de par notre cœur de métier, avoir un levier d'action plus important. Mais ça, je reviendrai dessus un peu plus tard. Et donc après avoir mis en place ce cadastre adapté aux ODD, ça nous a permis justement de voir quelles actions existaient déjà et que nous allons pouvoir continuer à améliorer et à développer, et quelles nouvelles actions nous allons pouvoir mettre en place, à la fois au niveau interne, donc au sein de nos bâtiments et de nos équipes, à la fois au niveau externe, donc au niveau du travail avec nos entreprises ou avec nos partenaires, et enfin au niveau plus transversal, donc essentiellement au niveau de l'information et de la communication. Alors voilà un petit schéma que j'affectionne beaucoup. C'est vraiment on s'est rendu compte que voilà, l'intégration du développement durable en interne, c'est quelque chose finalement de très cyclique aussi. On a commencé par se faire accompagner par différents acteurs, dont vous pouvez voir le nom sur le slide. Je pense notamment au service public de Wallonie, le CIFAL ou encore l'Union Wallonne des entreprises. Donc, ils nous ont vraiment aidé à s'approprier les principaux textes, la théorie, les principales connaissances au niveau du développement durable et de ces fameux ODD. Puis dans un second temps, voilà, on a vraiment cherché à impliquer et à informer au maximum nos agents afin qu'ils s'approprient aussi le projet. C'était important pour nous que la transition durable ne soit pas seulement perçue comme une approche top-down, une nouvelle stratégie mise en place par le management, mais que ça vienne aussi de notre personnel. Et enfin, cette implication qui puisse se traduire par la formulation et la mise en œuvre d'actions concrètes, aussi bien, comme j'ai dit, aussi bien au niveau interne qu'auprès de nos publics. Mais voilà, c'est un cycle parce qu'il faut évidemment continuer, dans notre cas, constamment à s'informer, à se tenir au courant des évolutions législatives, des nouvelles avancées en la matière. Donc voilà, c'est un cycle permanent à entretenir. Rapidement, au niveau des difficultés que nous avons rencontrées dans ces premières années de mise en œuvre, la première, je vous l'ai déjà évoquée au tout début, c'était cette opposition apparente entre exportation et développement durable. Ça n'allait pas de soi au tout début, et c'est encore un travail de réflexion permanente au sein de nos équipes. Donc on doit pouvoir passer au-dessus de ça et de voir vraiment quel levier on peut activer pour atteindre une partie des ODD.
Ensuite, évidemment, au niveau de la définition commune et de l'appropriation de la thématique en interne, nous sommes une grosse structure, nous sommes une administration publique, donc on n'est peut-être pas toujours non plus les plus rapides au niveau de l'intégration et de la mise en œuvre de certaines actions. Donc, il a d'abord fallu définir ça et le thésauriser. Ensuite, comme je l'ai dit, on a dû savoir quelles actions prioriser, comment les structurer sur le long terme, ne pas se limiter à simplement quelques one-shot pour se donner une image verte, mais vraiment s'inscrire notre action dans le long terme. Et enfin, voilà, on a un travail d'adhésion et d'implication auprès de nos publics, tant au niveau des entreprises que de nos agents. Alors, voilà, vraiment concrètement, au niveau de nos actions, comment ça se présente. Donc, il y a ce fameux cadastre dont je vous ai parlé. Alors, je ne vais pas revenir sur chaque action parce que vous pouvez voir, il y en a beaucoup qui coulent de source, d'autres qui sont assez spécifiques techniquement. Mais bon, voilà, si plus tard vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais vous voyez vraiment voilà, ce cadastre avec les actions qui concerne à la fois le volet interne et le volet externe à notre organisation, et l'aspect plus transversal lié à toutes les questions d'information et de communication. Ce qui nous intéresse ici, c'est évidemment toutes ces actions adaptées au niveau des ODD. Je ne vais pas les passer tout en revue, mais vous pouvez voir, c'est assez évident. Si je prends l'ODD numéro 3, la santé et le bien-être, ou l'ODD numéro 10 qui concerne la réduction des inégalités, là évidemment on a avec des actions qui concernent surtout notre niveau interne, donc au niveau de la gestion du personnel, au niveau de la gestion des risques. Donc là on travaille vraiment avec des départements plutôt liés aux ressources humaines. Alors que par exemple un ODD que j'affectionne particulièrement, c'est que j'affectionne, sur lequel en tout cas on a un levier important d'action, c'est l'ODD 13, la mesure relative à la lutte contre les changements climatiques, où là, fatalement, on est la WEX, donc une grande partie de notre empreinte carbone provient du déplacement de notre réseau d'agents à l'étranger, et donc on a mis en place vraiment un plan de réduction des déplacements internationaux qui a été entamé avant la crise du Covid, mais c'est sûr qu'avec l'arrivée du Covid, ça a permis justement de booster ce recours à la visioconférence et aux outils digitaux pour limiter, quand c'était possible en tout cas, les déplacements physiques de nos agents. Et alors, ce qui me tient particulièrement à cœur, voilà, c'est le recours accru au transport alternatif, notamment au niveau des déplacements européens, de voir dans quelle mesure on pourra maximiser les déplacements en train, et notamment on pense au redéveloppement du réseau de train de nuit en Europe, qui permettrait justement à nos agents de pouvoir se déplacer sur des plus grandes distances, mais sans avoir recours à l'avion. Et parallèlement à cet ODD 13, nous avons aussi également mis en place un bilan de réduction et de compensation des émissions carbone, parce que voilà, ça c'est vraiment un poste sur lequel nous pouvons influencer positivement, en limitant à la fois nos émissions et en compensant celles qui ne sont pas, celles qu'on ne peut malheureusement pas éviter, en tout cas pas à court terme. Voilà, et au niveau des autres ODD, le 16 et le 17, là évidemment, en tant qu'institution publique, ça nous concerne plus particulièrement au niveau de tout ce qui est transparence, gouvernance, respect des chartes, etc. Donc voilà. Et alors pour terminer, donc le dernier volet, le volet de la communication, dont l'axe transversal, donc vous vous en doutez, comme je viens de la communication, fatalement c'est un volet que j'affectionne particulièrement, mais qui est pour nous évidemment indispensable, parce que la réussite de la transition durable passera évidemment par une communication appropriée et pertinente. Donc, comment ça s'est passé déjà pour que ça soit accepté par le personnel en interne? C'est donc, première chose, on a présenté, expliqué la démarche, le pourquoi de la mise en place de cette transition durable au niveau de la WEX. Premier élément concret que nous avons mis en place, c'est on a organisé un atelier de design thinking avec nos collègues du SPOE, justement pour présenter à notre réseau sur des volontaires dans un premier temps, sur qu'est-ce que c'est les ODD, qu'est-ce qu'ils peuvent faire au niveau de leur propre poste, au niveau de leur propre action, de voir voilà, comment ils peuvent proposer des actions de mise en œuvre pour atteindre les ODD à leur échelle. Donc voilà, c'était
une action assez encourageante, mais on n'en a pu en faire malheureusement aucune à cause du Covid. Et c'est vrai qu'on a décidé que, étant donné l'aspect interactif assez fort de ces exercices, voilà, on a convenu avec le SPW qu'on recommencera dès qu'on pourra en présentiel. Nous espérons aussi bientôt pouvoir ouvrir un espace d'échange et de proposition pour la mise en place de mesures internes de la part du personnel. Toujours important de pouvoir d'impliquer notre personnel de manière régulière. Et alors, évidemment, de pouvoir communiquer plus ou moins régulièrement sur l'état d'avancement des différents projets, de ce que nous avons fait en matière de développement durable, et éventuellement de justifier nos actions et s'ils n'ont pas été prises en compte, pourquoi. Donc, voilà, toujours être transparent et assurer le suivi auprès du personnel. On a également mis en place un portail Entreprendre développement durable à l'international auprès du personnel, justement pour qu'ils puissent aller chercher de l'information, pour qu'ils puissent aller chercher des outils, parce qu'une partie du personnel est quand même en contact quotidien avec les entreprises, donc c'est aussi important qu'eux s'approprient la théorie et la matière, donc mise à disposition d'outils. Et alors, on pense d'ici un an ou deux, si on est prêt, donc pouvoir monitorer, évaluer pour la première fois nos actions en termes de développement durable. Donc voilà, c'était pour l'accès interne. Et alors, très rapidement, pour terminer, au niveau du public externe, donc au niveau de nos partenaires et nos entreprises, c'est la mise à disposition de toute une série d'outils, de bonnes pratiques, d'études de cas de la part d'entreprises déjà actives dans le développement durable, la mise en place de formations, de workshops. Nous avons également édité un guide Entreprendre durablement à l'international, justement, qui donne les premiers outils et conseils pour entamer sa réflexion vers la prise en compte du développement durable à l'international. Donc voilà, une série d'outils pour notre public cible. Et voilà, j'ai terminé. Donc si vous avez des questions ou remarques, je suis à vous. Merci beaucoup, Jonathan. Tu as bien respecté le timing en plus. Voilà, j'espère pas avoir été trop vite. Mais... Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que parmi l'audience, il y a des entreprises, des organisations qui travaillent avec la WEX? Bonjour. Oui. Je ne sais pas si vous m'entendez, je pense bien. Voilà. Bonjour Jonathan, merci beaucoup pour ta présentation. J'avais juste une petite question concernant donc, les objectifs et donc la manière dont vous comptez mesurer ça. Donc tu disais justement que vous comptiez commencer donc, la mesure l'année prochaine. Et donc ça veut dire que j'imagine que vous utiliserez donc une année de référence sur vos différents objectifs. Voilà, 2020, donc janvier 2020. D'accord, janvier 2020. Et donc ça, ce sont ces objectifs, alors que j'imagine que vous allez mesurer en fonction donc des SDG ou en fonction des choses que vous avez mis en place. C'est-à-dire que voilà, vous avez su caser donc tous les objectifs, en tout cas, toutes vos mesures dans des cases SDG. Et donc, le but, c'est vraiment de voir en fonction des SDG comment vous avez avancé. C'est ça? Ok, d'accord. En fait, toutes des actions qu'on peut quantifier et mesurer. Alors, il y a certaines actions qu'on aurait pu mettre, mais qu'on a décidé de ne pas intégrer parce qu'elles avaient déjà été mises en œuvre avant ou, pour être honnête, elles relevaient un peu du hasard. Je pense notamment au niveau de la prise en compte du genre, où voilà, c'est un peu par un hasard, on va dire, positif, où voilà, la prédominance d'un management féminin à la tête de la WEX, mais voilà, c'est le genre de choses qu'on ne souhaitait pas mettre parce que ce n'était pas des choses des vraies actions que nous avions mis en œuvre. Donc, ce qu'on ne peut pas calculer ou quantifier, ou bien qu'en tant qu'administration publique, on ne peut pas mettre en œuvre nous-mêmes parce que ce n'est pas dans notre mandat. Là, je ne l'ai pas mis on n'a pas mis dans le cadastre des ODD. D'accord, donc toute la base, en fait, toute la base qui ont déjà été mis en place, par exemple, ou bien qui soit dans la législation belge, qui est quelque chose qui va de soi, par exemple pour les congés de maternité, etc., ne sont pas des choses que vous mettez dans vos objectifs. Alors, les objectifs, ça, ce sont vraiment à partir de 2020, où vous avez commencé à implémenter certaines choses
Donc, c'est votre année de référence. Oui. Ok. Alors, il y a des choses qui étaient déjà implémentées avant, mais disons qu'on peut encore les améliorer. Donc voilà, en 2020, on a un tel résultat ou un tel constat, et on va voir comment on peut encore améliorer ça. Mais comme vous dites, par exemple, les congés maternité, là, on suit la loi, et donc ce serait pas correct de l'ajouter parce que voilà, on ne fait que suivre la loi. Non, tout à fait. Tout à fait. Voilà. D'accord. Bah, merci beaucoup, c'est gentil. Il y a d'autres questions ou réactions ou commentaires à la présentation de Jonathan? J'aurais voulu te demander, Jonathan, s'il n'y a personne qui a des questions, dans quelle mesure, d'une part, la direction de la WEX a été derrière ce plan, et d'autre part, comment ce plan s'intègre dans la stratégie globale ou dans le plan stratégique global de la WEX? Ça, c'est une vaste question. En fait, comment expliquer, le postulat de base, c'était de dire, voilà, la WEX, on n'était clairement pas avant-gardiste par rapport à l'intégration du développement durable, hein, surtout quand on compare par rapport à d'autres administrations publiques. Mais disons que voilà, maintenant, le développement durable doit être, comment dire, chaque nouvel élément stratégique, mais même au-dessus même d'actions en lien avec les ODD, doit pour être justifié en marge de l'atteinte des ODD que je vous ai précités. Donc, on doit pouvoir, ces actions, les mettre en œuvre et pouvoir les mesurer, les calculer par rapport à ces ODD. Ça, c'est ce qui est prévu en tout cas. Après, il faudra voir avec le Covid aussi ce qu'on va pouvoir concrètement atteindre, en tout cas pour 2020 et 2021, mais c'est ce qui est prévu en tout cas pour les prochaines années. D'accord. Merci beaucoup. Pas d'autres questions pour Jonathan à ce stade? C'est bon pour vous? Parfait, parfait. Ce sera quand même plus facile comme ça. Comme ça, c'est Sabine qui a la main sur les slides, hein, c'est ça? Oui. Parfait. Voilà, je propose qu'on y aille. Hein. Ok, parfait. J'espère que tout le monde est revenu à son poste et donc Sabine Poquet, qui est responsable des relations publiques de Velux, va maintenant nous présenter son expérience et l'expérience de Velux en matière de SDG. Voilà, la parole est à Sabine. Merci. Donc, tout d'abord, je vais vous parler un petit peu de Velux, puisque probablement que c'est une marque que vous connaissez et que vous connaissez aussi relativement bien nos produits. Mais il y a certaines choses que parfois on ignore par rapport à Velux. Donc, par exemple, Velux n'est pas une entreprise belge, mais c'est une entreprise danoise qui existe depuis 80 ans.
Donc là, je vous ai mis quelques photos de nos débuts pour la petite histoire. La première fenêtre de toit a été inventée en fait pour pouvoir aménager une classe supplémentaire dans une école au Danemark. Donc, amener de la ventilation, donc c'est le V de Velux, et de la lumière, Lux, dans les espaces de vie. Ça, c'est un peu notre vision, c'est d'améliorer les espaces de vie grâce à la lumière et la ventilation à travers le toit. Alors, un élément qui est intéressant, c'est que le fondateur de Velux, qui était à la base un ingénieur assez prolixe en invention de toutes sortes, a aussi très tôt développé vraiment une vision de société modèle qu'il voulait mettre en place au sein de Velux. Et je vous ai mis la définition complète ici, mais l'idée, en fait, c'est vraiment d'avoir une contribution à une société prospère, hein, ce qu'on retrouve vraiment dans un des P hein, de cette base qui est utilisée pour les objectifs de développement durable, en parlant effectivement non pas de profit, mais de prospérité, donc une entreprise qui génère un bénéfice pour pouvoir réinvestir et contribuer à la société. Alors, Velux aujourd'hui est présent en fait dans beaucoup de pays. Globalement, on est présent à peu près partout, sauf là où le climat est trop chaud par rapport à l'utilisation de nos produits. Donc, c'est ce que vous voyez sur cette carte. Donc, on est vraiment un groupe mondial actuellement avec environ 15 000 employés. Ce qui est intéressant dans la façon dont fonctionne Velux, c'est qu'en fait, son actionnariat est vraiment basé sur ce qu'on appelle le modèle danois. Donc, c'est-à-dire que la holding qui détient la société Velux appartient à la famille du fondateur et à toute une série de fondations philanthropiques qui ont été développées au fil des années. Donc, voilà, je vous ai mis quelques résumés ici de qui fait quoi dans les différentes fondations Velux. On a par exemple la fondation des employés à laquelle chaque employé peut s'adresser en cas de coup dur de la vie ou pour aider à financer les études de ses enfants, etc. Donc, il y a déjà depuis des années vraiment une volonté de vouloir contribuer et de rendre à la société par rapport aux bénéfices que notre société privée en fait. Et pour vous donner un ordre de grandeur, moi le chiffre m'a toujours fort interpellée, donc je le répète, depuis 1971, le groupe Velux a redistribué via ses fondations plus de 1,5 milliard d'euros. Donc, c'est une somme faramineuse, en fait, hein, qu'on redistribue via les fondations. C'est presque étonnant à réaliser. Alors, il faut savoir aussi qu'avant même de mettre en place une stratégie particulière, par exemple, par rapport aux objectifs de développement durable, nous avions déjà une stratégie beaucoup plus limitée, qui était notre stratégie énergie et climat, donc qui a eu lieu de 2009 à 2020, où nous avions effectivement comme on dit en anglais, des focus areas, donc vraiment des points sur lesquels nous voulions nous concentrer, notamment en matière effectivement d'efficacité énergétique, mais aussi en matière de sécurité de nos employés sur nos sites de production, de nos déchets et de l'utilisation de matériaux qui venaient de ressources durables et certifiées. Alors, je vous ai mis ici en fait le petit graphique qu'on a développé pour notre rapport hein, sur cette stratégie qui a duré de 2009 jusqu'à l'année dernière. Et par exemple, en termes énergétiques, on est parvenu à aller plus loin que ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait mettre en place. Vous voyez, la ligne bleue claire représente la réduction de notre empreinte carbone par rapport à la ligne… non, c'est le contraire. La ligne noire est donc l'objectif que nous avions et la ligne bleue, c'est à quoi nous sommes arrivés. Alors, par rapport plus spécifiquement à notre nouvelle stratégie de développement durable pour 2020 et 2030, nous avons, quand nous avons décidé de faire cette nouvelle stratégie, procédé par une série d'étapes qui peuvent peut-être intéresser d'autres sociétés qui veulent se pencher effectivement sur ce genre d'initiative. La première, c'est d'abord ce qu'on appelle du desk research, donc de la recherche dans la littérature, pour un petit peu comprendre quels étaient les risques, les tendances et les bonnes pratiques en matière de durabilité. Ensuite, nous avons fait des interviews individuelles en interne et en externe pour identifier ce qui paraissait être vraiment les thèmes clés pour nos différents interlocuteurs par rapport à notre propre business.
Pour ces différentes priorités, en fait, nous avons par la suite vérifié leur ordre de priorité via des questionnaires. Et au final, on a organisé un séminaire vraiment avec le top management, donc une centaine de personnes, pour comprendre si la proposition de stratégie qui était mise en place correspondait quelque part à ce qu'ils envisageaient également. Alors ça, c'était vraiment notre stratégie de développement durable, mais bien entendu, notre stratégie de développement durable va aussi coller avec les objectifs de développement durable. Je suis désolée, j'ai mis partout dans la présentation SDG, mais donc c'est ODD. Et donc, on a fait quelque part l'exercice après en retournant en arrière et en se disant, bon ben voilà, par rapport à notre materiality assessment, donc cette analyse qu'on a fait par rapport aux différentes thématiques qu'on veut vraiment viser, qu'est-ce qui correspond à quoi par rapport aux objectifs de développement durable. Et ce qui en est ressorti, c'est qu'on contribue à 11 des 17 objectifs de développement durable, mais qu'il y en a vraiment 3 qui sont ceux sur lesquels on a le plus d'impact. Et ça, c'est, je pense, une réflexion assez intéressante de vraiment se focaliser d'une part sur les objectifs pour lesquels on a le plus d'impact et ceux qui parlent vraiment à la société, aux employés. Que ça soit vraiment quelque chose en lien avec l'activité, je pense que ça en est beaucoup plus fort. Alors, dans notre cas, on parle de la santé, du bien-être, de communauté et de ville durable et d'action climatique. Alors, pour vous donner quelques exemples concrets, donc en septembre de l'an dernier, nous avons lancé donc notre Sustainability Strategy 2030, qu'on a appelé It's on Nature. Et voilà, pour les thématiques de climat, nous avons décidé de nous focaliser sur des actions concrètes pour capturer nos émissions passées, réduire nos émissions futures et montrer comment construire durablement. Alors, un petit focus sur comment nous voulons en fait capturer nos émissions passées et réduire nos émissions futures pour contribuer donc à une société qui reste dans le cadre de l'accord de Paris, un réchauffement climatique qui soit réduit à 1,5 degré. Eh bien voilà, nous avons en fait calculé ou estimé nos émissions passées. Ça comptait, je pense, jusqu'en un peu avant 2010. À partir de 2007-2008, on avait vraiment une vision beaucoup plus claire et précise de nos émissions de CO2. Donc là, on pouvait se baser sur des chiffres réels et pas calculés. Et notre objectif est d'être neutre en carbone pour nos propres émissions, donc ce qu'on appelle en langage des Science-Based Targets, les scopes 1 et 2. Donc, on veut réduire nos propres émissions à 0 d'ici à 2030 et compenser nos émissions historiques via un partenariat avec le WWF. Donc, on va faire de la reforestation. Je pense que ce qui est important de comprendre ici, c'est qu'on ne veut pas compenser nos émissions futures, on veut réduire nos émissions futures, mais compenser nos émissions passées, ce qui est assez ambitieux. Un autre thème qui était très important pour nous, c'était celui de l'innovation durable. Donc là, on a différents axes de travail aussi. Offrir des innovations digitales pour un habitat durable, réduire l'empreinte carbone de nos produits et rendre nos emballages plus verts. Alors, par rapport à nos produits et leur empreinte carbone, nous sommes en train de faire une analyse très détaillée de la façon dont nous allons procéder. Il faut savoir que ce chantier-là, c'est vraiment un chantier gigantesque parce qu'on doit emmener avec nous nos fournisseurs. Donc, par exemple, actuellement, nos fenêtres sont composées à l'extérieur de profilés en aluminium. Il faut savoir que l'empreinte carbone de l'aluminium est très élevée. Et donc, on doit complètement repenser nos produits et encourager nos fournisseurs aussi à réinventer leur mode de production. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de l'initiative par rapport à nos emballages. Là, on est beaucoup plus loin. On a quasi éradiqué, depuis le début de cette année, l'utilisation du plastique dans nos emballages. Donc, on voulait avoir des emballages qui soient composés de carton et de papier pour que ce soit plus facilement recyclable.
Et ça, on est en train effectivement de le dérouler à travers tous les pays. C'est déjà quelque chose qu'on a pu mettre en place. Alors, opérer de façon responsable, on retrouve ici beaucoup de sujets qui concernent nos employés, la diversité de nos employés, le soutien aux personnes avec un handicap, le soutien à la diversité de genre, etc. Donc voilà, ici on met en place aussi toute une série d'initiatives qui ne sont pas peut-être, qui n'ont pas été identifiées comme aussi prioritaires que les 3 objectifs de développement durable auxquels on contribue, mais qui nous paraissent évidents, un peu comme l'a dit tout à l'heure le représentant de la WEX. Ben, on sait maintenant, ça fait partie des bonnes pratiques en management, que les sociétés plus diverses ont des meilleurs résultats. Et donc, ce serait passer à côté de son sujet que de faire une stratégie où, par exemple, ce point-là n'est pas inclus. Alors, j'ai 2 derniers slides brièvement pour des points qui sont pour moi des points d'attention quand on met une stratégie en place. La première, c'est l'importance de la gouvernance. Donc, en fait, ici, très rapidement, je vous montre l'organigramme précis qui a été établi avec un nom de personne pour chaque objectif. Je trouve que ça, c'est vraiment un grand pas qu'on a fait. On va non seulement avoir le comité de direction de Velux ainsi que son conseil d'administration qui vont surveiller l'implémentation de la stratégie de très près. Nous avons un comité d'audit externe qui rapporte donc à la holding qui possède le groupe. Mais pour chaque objectif que nous nous sommes fixés, nous avons un nom en interne, ce qui simplifie aussi vraiment dans un groupe international la discussion. Donc voilà, si on veut parler de comment on va augmenter le nombre de femmes dans des positions de management, eh ben on sait bien à qui on doit s'adresser. Pareil, j'avais récemment une question par rapport à l'utilisation d'énergie renouvelable sur nos sites de production et dans nos propres bâtiments. Je sais aussi à qui m'adresser pour répondre à ces questions. Alors, un dernier élément à ne pas perdre de vue aussi, c'est quelque chose en fait qui est, je me rends compte de plus en plus, extrêmement puissant. En fait, c'est le partenariat. L'échange de bonnes pratiques, le réseautage à travers des organisations qui ont les mêmes objectifs. Et donc, Velux, en tant que groupe, collabore à de nombreux réseaux, à de nombreux pledges, comme on appelle ça en anglais, ce qui nous a appris, je pense, vraiment beaucoup de choses. Et je ne pouvais pas terminer sans vous encourager fortement à rejoindre l'Alliance belge pour l'action climatique, qui a été fondée donc par The Shift et par le WWF, et qui en fait vise à créer un élan d'émulation autour des Science-Based Targets, qui sont donc une méthodologie pour se fixer des objectifs climatiques en lien avec la science. Donc voilà, pour moi, ça c'est une chose qui est vraiment capitale, c'est de participer à des réseaux comme on le fait aujourd'hui, où on peut apprendre des autres. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup, Sabine. Est-ce qu'il y a des questions pour Sabine, des réactions à sa présentation? Je ne vois pas de main levée. Sabine, tu as expliqué à la fin une initiative au niveau belge. Vous travaillez dans un groupe international avec un quartier général au Danemark. J'ai vu les noms des responsables pour les différentes actions étaient plutôt à consonance scandinave. Est-ce qu'au niveau belge, vous avez quand même une certaine liberté de prendre des initiatives dans le cadre de ce programme SDG? Alors, il y a deux réponses à cette question. La première, c'est que bien entendu, quand le groupe fait l'effort de mettre en place toute une stratégie, ce n'est pas pour que chaque filiale s'amuse à redévelopper, probablement avec moins d'expertise que le groupe, sa propre solution. Donc, c'est clair que localement, notre but à nous n'est pas de réinventer l'eau chaude. Par contre, toute initiative locale peut, dans une approche un peu plus bottom-up, nourrir le groupe.
et donner des réponses concrètes et des solutions. Donc, oui, c'est clair que quand on a informé le groupe qu'on voulait rejoindre l'Alliance belge pour l'action climatique, ils ont été extrêmement contents. Et c'est quelque chose qui a été approuvé immédiatement. Mais ça, c'est un engagement qui est pris au niveau de Velux Belgique. Belgique, oui. Et que le groupe risque alors de prendre à son compte aussi alors. Non, parce qu'en fait, au final, l'objectif de l'Alliance belge, c'est de promouvoir une méthodologie pour atteindre des objectifs en matière d'action climatique. Et c'est déjà cette méthodologie-là que le groupe utilise, qui est d'ailleurs une méthodologie internationalement reconnue, hein, donc ce n'est pas quelque chose d'anecdotique. Donc, c'était très en lien. Très bien. Il n'y a toujours pas de questions pour Sabine, pour sa présentation? Si, mais je ne sais pas comment lever ma main. Ça y est, on vous entend, vous pouvez y aller, on vous écoute. Bonjour Alain Méné de Haute-et-Haute. Merci beaucoup pour la présentation. Je voulais savoir en fait comment les fournisseurs avaient réagi. D'abord, est-ce qu'ils étaient déjà dans une philosophie que je vais appeler à la Velux, c'est-à-dire sociétalement responsable dès le départ? Est-ce qu'ils faisaient partie d'un écosystème qui avait ça dans leurs valeurs? S'il l'était, j'imagine que ça a été plus facile. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est ceux qui ne l'étaient pas au départ. Ça, c'est une très bonne question et c'est un travail qui est en cours actuellement. Donc, en fait, il faut savoir, pour ceux qui sont vraiment plongés dans ces détails de réduction des émissions, on catégorise les émissions en 3 types. Donc, il y a ce qu'on appelle le scope 1 et 2 qui concerne les propres émissions, et puis il y a le scope 3 qui concerne les émissions à travers le cycle de vie d'un produit ou d'un service. Et donc, nous, on s'est engagé pour nos propres émissions à les réduire à 0 d'ici à 2030. C'est déjà extrêmement ambitieux. Mais quand on a fait l'analyse, en fait, on s'est rendu compte que ces émissions-là, nos propres émissions, ne représentent que 6% des émissions totales liées au cycle de vie. Et donc, là, effectivement, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait un gros travail à faire en amont et aussi en aval. Et donc, on est en train de travailler effectivement avec nos fournisseurs. Et pour moi, ça représente un gros challenge dans le projet. Nous, on doit vraiment réinventer la façon dont on travaille nos produits, même les matériaux qu'on utilise pour les réaliser. Mais on va aussi devoir amener un vent de changement dans le secteur. Et il faut savoir que voilà, le secteur de la construction n'est pas le plus innovant qui existe nécessairement, hein. Donc, il y a un peu de conservatisme peut-être qu'il va falloir secouer à ce niveau-là. Mais on espère vraiment que ça va permettre d'entraîner d'autres acteurs dans cette même démarche. Et il faut savoir qu'on n'est pas les seuls du tout à essayer de promouvoir vraiment ce genre d'approche. D'autres groupes internationaux au niveau des producteurs de matériaux de construction essayent aussi de mettre des choses en place. Donc voilà, on n'est pas les seuls, mais c'est clair qu'il va y avoir beaucoup de travail pour atteindre les objectifs. Et je peux même dire, parce que c'est quelque chose que notre CEO a annoncé quand il a annoncé justement la stratégie, il disait lui-même, et au moins c'est tout à fait honnête, il y a certains objectifs pour lesquels on ne sait pas encore comment on va les atteindre. Mais bon, on a 10 ans et donc on va tout mettre en œuvre pour les atteindre et on viendra faire un rapport transparent dans 10 ans. Ok, je vois que Pascal L'Église a levé la main. Il y a juste son micro qui est en mute. Pascal, vous pouvez intervenir. Oui, merci bien. Voici. D'abord, bravo. J'ai trouvé que c'était vraiment très clair, tout comme la première de la WEX. Je voulais vous poser d'abord quelques questions purement pour mon information. Est-ce qu'il vous arrive de travailler avec des matériaux recyclés? Est-ce que vous avez dans le même ordre d'idées une politique contre la déforestation et le respect des conditions sociales? Et est-ce que vous intégrez, ou comment faites-vous comme groupe international? Nous-mêmes, étant basés en France, on est obligé de suivre des législations qui, dans certains pays, vont parfois plus loin que dans d'autres. Je pense au devoir de vigilance. Est-ce que vous arrivez à intégrer tout cela dans votre politique et stratégie de durabilité? Que pensez-vous de Bicorp? Alors, je vais essayer de reprendre les questions dans l'ordre. Donc, la première concernait… Matériaux recyclés ou pas? Les matériaux recyclés, tout à fait. Donc, il y a plusieurs choses qui sont en cours à ce sujet-là actuellement.
La première, c'est que nous sommes, dans le cadre de notre stratégie, en train d'avoir une réflexion particulièrement en profondeur sur la recyclabilité des nouveaux produits. Donc, on a vraiment une réflexion sur le démontage des assemblages pour faciliter le recyclage en fin de vie. On a aussi des projets pilotes qui sont en cours. On a notamment effectivement la possibilité de vendre des fenêtres qui sont faites à partir de bois de charpente recyclées. Donc ça, c'est un projet qui est intéressant. Alors, il y a d'autres initiatives. Moi, je suis en train de mener un projet pilote, mais qui est vraiment un projet d'étude à ce stade-ci pour la récupération et le recyclage d'anciennes fenêtres de toit, donc avec une entreprise qui est basée en Wallonie et qui fait vraiment du recyclage local. Et pour le moment, j'essuie les plâtres, parce que c'est pas quelque chose de très facile à mettre en place, mais on apprend beaucoup de choses. Donc, on investit du temps et un peu de ressources dans ce projet-là. Donc ça, c'était la première question. Je me souviens que la dernière, non, il y a la deuxième, c'était la provenance de nos bois, si je me souviens bien, c'est ça? Oui, la déforestation et les conditions sociales. Oui, voilà. Alors la déforestation, nous travaillons uniquement avec des bois qui sont certifiés PEFC ou FSC. Alors, on est peut-être en quelque sorte avantagé par le fait que notre production se fait en Europe. Donc, en fait, globalement, on positionne toujours nos lieux de production près de forêt parce que voilà, on a besoin de bois et c'est du pin qu'on utilise pour nos fenêtres. Et donc, voilà, on a par exemple de la production en Chine, mais c'est uniquement pour le marché chinois. Et donc, par rapport à toute la réglementation sociale, on respecte la réglementation des pays où nous sommes présents. Et donc, dans notre cas, c'est la réglementation des pays européens. On a voilà, des usines de production en fait un peu partout. On en a en France, en Allemagne, au Danemark, encore quelques-unes. On en a en Pologne, en Tchéquie. Donc voilà, tout ça est assez réparti, mais c'est très européen. Donc il y a probablement moins de risques, en sachant aussi qu'on fait beaucoup de choses nous-mêmes. Hein. Donc on est vraiment très spécialisé. On a par exemple certaines usines qui ne font que certaines parties de fenêtres pour assemblage ailleurs. Donc voilà, on maîtrise assez bien, je pense, la chaîne. Si je peux me permettre d'intervenir, Sabine, pour le respect du timing, il faudrait donner des réponses un peu plus courtes. Et je vais essayer. Une dernière question de Pascal sur Bicorp et après on va passer à... Nous ne sommes pas membres de Bicorp. J'ai déjà participé à des présentations, mais nous ne sommes pas membres actuellement. Ok, merci beaucoup. Merci. Je vais demander si vous avez d'autres questions pour Sabine, n'hésitez pas à utiliser aussi le forum de discussion. Pour lever la main, il faut cliquer sur l'écran, il y a une bannière qui apparaît en bas et sur la droite, il y a un smiley et là, vous pouvez lever la main en cliquant sur le smiley. Donc, ça, c'est pour la suite. Donc, il faudrait que Sabine maintenant départage l'écran. Oui. Et je vais demander à Benoît Minet, pendant une petite dizaine de minutes maximum, de présenter le nouveau site web mis en ligne par l'Union Wallonne des entreprises en collaboration avec le service public de Wallonie. Si Benoît est là et qu'il m'entend. Je suis là. Donc, voilà, je te laisse la main. Oui, voilà. Donc, avant de... Merci en tout cas à The Shift et pour l'accueil. Et effectivement, c'est une occasion pour nous de présenter ce site internet. Je vais partager mon écran tout de suite. Je tiens évidemment à préciser que c'est un travail de longue haleine qu'on a pu réaliser avec le service public de Wallonie. Et après avoir été SDG Voice en 2020, l'Union Wallonne a vraiment souhaité s'inscrire sur le long terme dans la promotion des objectifs de développement durable de l'ONU et faire en sorte que les entreprises wallonnes de toute taille puissent s'en emparer de manière la plus concrète possible. Donc on a évidemment à l'Union Wallonne des entreprises, qui est, je rappelle, une fédération intersectorielle, on groupe 25 fédérations sectorielles d'entreprises. On représente environ 80 000 entreprises en Wallonie. On a un petit peu l'interlocuteur, si vous voulez, des entreprises vis-à-vis du gouvernement wallon principalement. On a aussi une expérience dans la sensibilisation des entreprises sur une série de matières comme l'environnement, la mobilité et d'autres sujets. Et donc, venir faire de la sensibilisation par rapport aux objectifs de développement durable est assez cohérent par rapport à ce travail que l'on mène depuis de nombreuses années auprès des entreprises dans le domaine de la sensibilisation
et de l'accompagnement assez light en fait, des entreprises. En tout cas, notre volonté est toujours de mettre le pied à l'étrier des entreprises qui veulent travailler sur une thématique en particulier. Alors, je vais partager mon écran et je vais vous expliquer tout ça. Voilà, j'espère que ça fonctionne. Ça fonctionne? Ça va? Oui. Ok, parfait. Bon. Voilà, donc c'est un site web qui a vraiment pour vocation, comme je le disais, de sensibiliser, de vulgariser l'information autour des SDG. C'était un gros travail dans le sens que la première des choses à faire pour mettre en place un site comme celui-ci, c'était de se dire, tiens, quels sont, effectivement, on a 17 objectifs de développement durable. Alors, faire un site web avec 17 portes d'entrée, c'est jamais évident. Mais c'était en tout cas de déterminer quelles étaient les cibles les plus pertinentes à appliquer, en tout cas qui étaient transposables pour des entreprises wallonnes. Donc, on a vraiment dû faire cet exercice. Donc, il y a 169 cibles, comme ça a été expliqué tout à l'heure, et on en a retenu en tout cas 63 qui étaient, selon nous, transposables pour des entreprises wallonnes. Donc, le site explique tout ça. Hein, je vous invite évidemment à aller naviguer sur... Après mon intervention seulement, sur sdgs-entreprise.be. Alors, on a parlé tout à l'heure de la notion de SDGs ou ODD. Nous, on a pris le pli de choisir le mot SDGs, vu qu'on était SDG Voice. On a été dans cette continuité, et donc nous, on parle de SDGs. Voilà, donc le débat a été assez houleux sur l'appellation, mais on est resté là-dessus. Donc, voilà, donc le site vous donnera un aperçu. Évidemment, vous pouvez rentrer dans chacun des objectifs pour évidemment vous rendre compte de ce qu'il y a moyen de faire en tant qu'entreprise, j'y reviendrai. On explique évidemment toute la méthodologie, aussi on rappelle évidemment ce que sont les 17 objectifs de développement durable, comment ils sont classés par piliers, tout ce qui a été présenté tout à l'heure par Benoît Simonard. C'est aussi un site d'information sur lequel il y a toute une série d'informations, de news qu'on va essayer de publier au cours du temps. Vous voyez qu'on relaye les webinaires organisés par l'AWEX, donc on travaille aussi avec eux quand on a l'occasion. Et alors, ce qui fait probablement la spécificité de notre site, j'y viendrai, c'est que d'une part, vous allez retomber en fait sur un véritable catalogue d'actions pour des entreprises avec plusieurs portes d'entrée. Soit vous pouvez choisir le SDG sur lequel vous souhaitez travailler et vous dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire moi en tant qu'entreprise pour travailler sur tel SDG? Donc vous allez travailler dans le catalogue d'actions par SDG, ou alors vous dire, tiens, moi je suis en charge des ressources humaines ou je suis responsable des achats, qu'est-ce que je peux faire pour travailler sur les SDGs. Donc, on a ces deux portes d'entrée, mais qui permettent justement, dans l'idée de n'importe qui au sein de l'entreprise, qui soit expérimenté dans le domaine du développement durable ou non, de s'approprier à sa manière quelques idées d'action pour implémenter une stratégie de développement durable ou développer celle-ci encore un petit peu plus. Et alors, on a aussi sur ce site web une trentaine de témoignages d'entreprises qui témoignent de manière la plus concrète, en lien principalement avec leur core business. C'est un choix qui a été fait. Vous allez par exemple avoir, je ne sais pas, on parlait tout à l'heure de Velux témoignait. On a Renault Window, qui est une filiale d'AGC Glass, qui témoigne par rapport justement à l'objectif 13, qui est celle des réductions des gaz à effet de serre. L'objectif climatique principalement. Et donc, chaque entreprise témoigne vraiment de ce qu'elle fait au quotidien, du projet de son entreprise, mais aussi vient expliquer quels sont les indicateurs qu'elle a sous la main pour pouvoir évaluer l'impact de son action et aussi faire le lien avec d'autres SDG qu'elle traite par ailleurs. Parce qu'évidemment, une entreprise en général ne traite pas qu'un SDG, elle en traite toute une série. Voilà, alors pour donner un aperçu, la rubrique actualité, je ne vais pas passer dedans. La rubrique 17 SDG, 5 piliers, on réexplique vraiment ce que sont la théorie des SDG et de montrer aussi pourquoi est-ce que les entreprises wallonnes devraient s'en emparer. Donc ça c'est, je pense, ça a été déjà dit aujourd'hui, mais c'est peut-être une autre approche. Voilà, si vous cherchez l'argumentation aussi pour mettre en place politique SDG dans votre entreprise, vous trouverez évidemment quelques idées. Et on rappelle évidemment tout ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à l'organisation, à la structuration des SDG avec l'axe fort qui est celui des partenariats, dont on a aussi beaucoup parlé. Ensuite, vous avez le catalogue d'actions. On réexplique toute la méthodologie, qui était définir effectivement, comme je disais tout à l'heure, quelles étaient les cibles les plus pertinentes
par rapport aux entreprises wallonnes. Donc forcément, en matière, par exemple, de vie aquatique, hein, donc c'est l'objectif, que je ne me trompe pas, c'est l'objectif 15 de mémoire. Une entreprise wallonne va avoir plus de mal à avoir un impact positif, en tout cas sur nos océans. Mais néanmoins, on a essayé de trouver comme des exemples aussi rattachés, montrer qu'il était possible de faire des liens. Donc, on a fait toute une sélection, donc on en a retenu 63 sites sur les 169. Ensuite, on a fait ce fameux tableau à 2 entrées. Donc, soit je vais sur le site et je sélectionne le SDG qui m'intéresse, soit je sélectionne la fonction qui m'intéresse et sur base de ça, j'ai un catalogue d'actions presque clé sur porte. Des témoignages inspirants, comme je disais. Et notre objectif à terme, c'est aussi pour chacune des actions qu'on propose, c'est d'avoir aussi des indicateurs KPI pour pouvoir justement évaluer dans le temps son action. Et donc, on va travailler vraiment, comme je le disais ici, si vous voyez ici, le travail est toujours en cours. C'est un site qui va vivre, qui va être amené à évoluer. Surtout qu'on va avoir un collègue qui est dédié, qui va commencer normalement le 1er juin pour faire de la sensibilisation des entreprises sur le terrain à temps plein chez nous à l'Union Wallonne. Et donc, il va être amené aussi à faire vivre ce site internet, le développer, rajouter des actions et surtout développer le côté indicateur. Donc, le site est loin d'être fini, mais vous avez déjà ici un bon aperçu. Donc, si maintenant je rentre, par exemple, dans l'approche, on va dire, classique par SDG, où je sélectionnais le SDG qui vous intéresse, par exemple, je vais prendre l'eau, le 6. Vous allez tomber alors sur évidemment un petit peu le principe de la théorie, mais directement sur des catégories d'actions et des idées d'actions en fonction, vous voyez, chaque fois de métier au sein de l'entreprise. Donc, au niveau du métier de la production, métier de l'approvisionnement, de la recherche, développement et l'innovation, ou les partenariats. Vous allez tomber sur une série d'actions qui sont parfois simples, parfois plus élaborées. L'idée n'est pas non plus de décourager les gens. L'idée, c'est surtout de donner confiance et de montrer qu'il est possible d'agir. Et donc, c'est parfois des actions très simples, mais qui concrètement agissent directement sur le SDG concerné. Donc voilà, rien que sur l'eau, vous voyez qu'il y a déjà une série d'actions. Ici, on reprend par rapport à l'objectif 6, les 3 cibles qui ont été retenues dans le cadre du SDG 6. Il y avait 6 cibles et 2 moyens relatifs à cet objectif. On en a retenu 3 qui étaient, selon nous, applicables pour les entreprises wallonnes. Donc, on les rappelle ici. Et puis, on a évidemment les exemples d'entreprises qui témoignent en lien, évidemment, avec leur core business sur cette thématique-là, mais qui inspirent néanmoins, vraisemblablement, d'autres entreprises. Si je remonte, je prends par exemple un autre exemple. Si maintenant, je voudrais aller par rapport à l'approche métier, donc vous avez ici, je rappelle, l'approche fonction. Je peux aller par là aussi. Vous allez comprendre la navigation. Rapidement, Benoît. Ouais, je termine. Je termine. Voilà, je vais prendre par exemple le métier de la production. Et là, je vais alors avoir pour ce métier-là la liste de toutes les actions pour chacun des SDG. Et donc, on a vraiment un tableau croisé avec vraiment toutes les actions à mener pour chacune des fonctions au sein de l'entreprise. Avec évidemment une possibilité de repartir en arrière sur le SDG concerné. Et voilà, si je retourne maintenant sur l'objectif 10, en bas de page, de nouveau, vous allez avoir 2 exemples d'entreprises qui agissent pour, dans ce cas-ci, réduire les inégalités. Et vous allez retomber sur la fiche de l'entreprise qui agit. C'est une entreprise qui fait de la blanchisserie, mais en intégrant des personnes peu qualifiées ou issues d'immigration. Et donc, qui explique vraiment toute sa démarche en lien avec cet objectif-là. Pour chacune ou presque de ces fiches, vous avez chaque fois une capsule vidéo. D'ailleurs, on est en train de faire une campagne de sensibilisation sur notre page LinkedIn dédiée au projet. Donc, je vous invite évidemment à nous rejoindre et à aller regarder toutes ces vidéos inspirantes. Et comme je disais, voilà, pour les DG ici concernés, l'objectif 10, on fait chaque fois, on essaie l'entreprise à chaque fois essaie de trouver des indicateurs pour pouvoir justement évaluer son action. Et donc, vous avez toute une série d'indicateurs par rapport à son objectif principal. Et bon, voilà, mais dans d'autres entreprises, ici, on n'a pas d'autres objectifs dérivés, mais je prends une autre entreprise ici, comme celle-ci, comme Cambio, par exemple, que vous connaissez sans doute. Vous avez la même chose. Vous avez le lien avec l'objectif. Je n'ai pas pris le meilleur exemple. Allez, je prends une autre, et puis après, je termine. Voilà, à Smart World, qui fait du reconditionnement de smartphones, par exemple. Vous voyez tous les objectifs qui sont liés et les indicateurs. Je n'ai vraiment pas choisi chaque fois les meilleurs exemples, mais je vous invite vraiment à découvrir
chacune des fiches et des entreprises qui témoignent dans ce site. Ensuite, ben voilà, on retrouve une série d'informations encore pour aller plus loin. L'idée, c'est vraiment ici de donner envie aux entreprises d'agir, de se lancer dans une démarche liée au SDG et le développement durable. Et vous allez retrouver toute une série d'informations ici pour aller plus loin dans des démarches, vers des certifications, trouver des outils et ou encore retrouver des webinaires, des podcasts liés au développement durable et au SDG dans les entreprises de manière générale. Voilà, un site voilà, qui mérite probablement d'être visité, d'être connu, et qui s'adresse aussi à des entreprises probablement plus petites auxquelles on a l'habitude de s'adresser. C'est vrai que souvent on prend des exemples d'entreprises d'une certaine taille. Notre objectif est aussi vraiment d'inviter les entreprises de plus petite taille à prendre conscience que les objectifs de développement durable sont à leur portée et qu'ils peuvent mener des actions. Et je pense que les actions simples qui sont détaillées dans ce site Internet permettent vraiment de répondre à cet objectif de donner envie et de donner confiance aux entreprises wallonnes. Voilà. Je termine là-dessus. Je sais, je suis bavard. Merci beaucoup, Benoît. Est-ce qu'une entreprise, une organisation publique comme la WEX peut aussi témoigner sur ce genre de site ou c'est réservé au privé? Donc, en fait, là, justement, donc, la WEX fait partie du comité d'accompagnement du projet avec le service public de Wallonie. Donc, on a l'occasion de collaborer de temps en temps. Bon, on est vraiment au début du processus de collaboration. Des ONG ou des organisations autres que des entreprises privées peuvent aussi témoigner? Alors, a priori, on s'adresse aux entreprises wallonnes, vraiment aux entreprises privées, a priori. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait aussi qu'on mette en Velux, par exemple, n'a pas sa place non plus, alors. Pardon? Velux? Velux a toute sa place en soi. Qui est un groupe danois? Oui, mais qui sont implantés à Bierge, en face de Walibi. OK. Donc, ils auraient tout à fait leur place. Et donc, je trouvais justement leur témoignage tout à fait pertinent. Et on serait ravis de les accueillir sur ce site et de les valoriser. Le message est passé comme ça. Voilà.